Bonjour à tous et bienvenue à la correction du formatif en vue de l'évaluation 4, la toute dernière d'ailleurs à la session. Alors, premier numéro, un bloc de masse M égale à 1,2 kg est au repos sur une surface horizontale, comme on peut voir sur le schéma. Une balle de fusil de masse de 200 grammes se déplaçant verticalement avec une vitesse dont le module vaut 50 mètres par seconde entre en collision avec le bloc et s'enfonce dans celui-ci mais ne le traverse pas. Les deux objets fusionnent alors ensemble. Première question, de quel type de collision s'agit-il? Ici, on est chanceux, on n'a pas besoin de faire aucun calcul. On sait que c'est une collision parfaitement inélastique parce qu'on dit dans l'énoncé, les deux objets fusionnent alors ensemble. Quand on a ça, là, cette information-là qui nous dit que les deux objets collent ensemble pendant la collision, puis après la collision, ils vont rester ensemble, ça, c'est la définition d'une collision parfaitement inélastique. Alors, on n'a même pas besoin de faire aucun calcul, on peut le dire. Mettons qu'il n'y avait pas cette information-là. Ce qu'il aurait fallu qu'on fasse, c'est qu'on applique la conservation de la quantité de mouvement, comme on a vu. Puis ensuite, il aurait fallu aussi vérifier comment aurait varié l'énergie cinétique. Et c'est la variation d'énergie cinétique qui nous aurait permis de dire si c'est soit élastique ou bien inélastique. OK? Bon, ici, on avait l'information, donc c'est parfaitement inélastique, voilà, tout simplement. Il faut justifier, bien sûr, là, mais bon, on l'a fait à voix haute comme ça. Pour le B, par contre, là, il faudra faire les calculs, on n'aura pas le choix, là. Donc, au B, on demande, par rapport à l'énergie cinétique totale initiale, quel est le pourcentage d'énergie cinétique perdue pendant la collision? OK, pour faire ça, ben, ça me prend déjà l'énergie cinétique totale initiale avant la collision et l'énergie totale cinétique après la collision. Mais donc, pour faire ça, il faut que je connaisse la vitesse de mes deux objets avant puis ma vitesse de mes deux objets après. Le problème ici, c'est que je connais mes deux vitesses avant. Ça bouge pas, puis ça a une vitesse de 50 mètres par seconde. Mais je ne connais pas leur vitesse après la collision. Donc, avant de calculer des énergies cinétiques, il faut que je réussisse à trouver la vitesse après la collision. Et pour faire ça, ben, c'est simplement d'appliquer mon théorème de conservation de la quantité de mouvement. Donc, on va dire la somme des quantités de mouvement initiales est égale à la somme des quantités de mouvement finales. Et je vous rappelle que quand on a une sommation comme ça, à chaque fois qu'il y a un objet qui bouge, faut qu'on le compte dans notre addition, soit initiale, soit finale. Donc, du point de vue initial, avant la collision, il y a un seul objet qui bouge, c'est la balle. Donc, dans ce cas-ci, j'ai juste un terme à utiliser, masse de la balle fois vitesse initiale de la balle. Égal. Du côté final, il y a deux objets qui bougent, sauf que ils se sont fusionnés ensemble. Donc, quand ils se fusionnent ensemble, c'est comme si, après la collision, les deux objets se déplacent ensemble comme un seul objet qui aurait une masse égale à la masse totale des deux objets. OK? Fait que là, on aurait un terme, parce que les deux ont fusionné ensemble, avec une masse totale. Donc, masse totale fois vitesse finale de l'ensemble bloc et balle qui ont fusionné ensemble. OK? Puis là, il faut que je remplisse là, cette équation-là. Alors, petit m, c'est la masse de la balle, c'est 200 grammes, donc je vais le mettre en kilos, c'est 0,2. Vitesse initiale de la balle, c'est 50 mètres par seconde. Ça va. Masse totale, ben là, les deux objets ont fusionné, donc c'est la masse des deux objets ensemble. Donc, 0,2, c'est la balle, plus 1,2, ça, c'est le bloc. OK? Fois la vitesse finale. Vitesse finale, c'est l'ensemble bloc et balle qui sont de toute façon devenus un seul objet. Donc, vous voyez que j'ai un seul inconnu ici, c'est ma vitesse finale. Alors, je peux isoler la vitesse finale. Je vous laisse faire le calcul. Là. On obtient 7,143 mètres par seconde. Voilà. OK. Très bien. Là, j'ai trouvé la vitesse finale après la collision. Donc, maintenant, je peux revenir à ma question en B, c'est-à-dire de trouver quel a été le pourcentage d'énergie cinétique perdue. Donc, pour faire ça, j'ai besoin de trouver mon énergie cinétique totale initiale, avant la collision, et mon énergie cinétique totale finale, donc après la collision. Du point de vue initial, j'avais un seul objet qui bougeait avant la collision, c'est la balle. Donc, je vais faire une demi masse de la balle fois vitesse initiale de la balle au carré. Donc, une demi fois 0,2 kg
fois vitesse initiale qui est 50 au carré. Donc, on fait ce calcul-là. Énergie cinétique initiale, on obtient 250 joules. Très bien. Allons faire la même chose pour l'énergie cinétique finale. Là, finale, ce qui se passe, c'est que j'ai mon bloc avec la balle qui ont fusionné, et c'est ces deux-là en même temps qui vont se déplacer avec cette vitesse-là que j'ai trouvée en A. Donc, quand je vais faire une demi mv carré, là, ben, ça va être évidemment la masse totale que je vais utiliser et la vitesse finale au carré ici. Donc, ce sera une demi fois masse totale, donc c'est encore 0.2 plus 1.2, fois vitesse finale, ben là, ça c'est mon 7.143 là, que je viens de trouver en A, comme ceci. Okay? Donc, on fait le calcul de ça, ça donne 35,72 joules. Ensuite, ma question ne s'achève pas là parce qu'on demandait dans la question le pourcentage d'énergie cinétique qui a été perdu. Donc, pour trouver un pourcentage d'énergie perdue, il faut qu'on prenne l'énergie que j'avais initialement, c'est-à-dire 250, je vais l'écrire comme ça, le pourcentage de K perdu. Tiens, comme ça, je l'écris comme ça. Okay? C'est ce que j'avais initialement, donc 250. Je soustrais à cette valeur-là ma valeur finale, pour savoir de combien j'ai perdu, donc moins 35,72. Donc, j'ai perdu la différence entre les deux. Et pour avoir un pourcentage, je vais diviser la différence par ce que j'avais au début. Comme ça, ça va me donner un pourcentage par rapport à ce que j'avais initialement. Bon. Puis ça, évidemment, à la fin, on peut faire x100 pour avoir un beau pourcentage. Là. Si on fait ça, ça donne 85,7%. Et voilà, fin du problème 1. Numéro 2. Albert et Béatrice décident de jouer une partie de billard. C'est au tour d'Albert de jouer. Après avoir frappé la boule 1, celle-ci se déplace vers la droite avec une vitesse de 8 mètres par seconde et entre en collision avec la boule numéro 2. Voir schéma ici. Donc la boule 1 arrive horizontalement en X avec 8 mètres par seconde, frappe la boule 2 qui était initialement au repos. Et après la collision, la boule 1 se déplace dans cette direction-là et la boule 2 se déplace dans cette direction-là. Après la collision, la boule 1 est déviée à un angle de 60 degrés au-dessus de l'axe des X. Donc, dans le fond, ils sont en train de nous donner la valeur de θ1 ici. Là, hein? Déviée à un angle de 60 degrés au-dessus de l'axe des X, ben, c'est exactement ça. Au-dessus de l'axe des X, 60 degrés. La collision est élastique et les boules ont la même masse. On cherche le module de la vitesse finale de chaque boule, donc juste après la collision, ainsi que l'angle entre le vecteur final de la boule 2 et l'axe des X. Donc, on cherche θ2 aussi. Première question en A. Écrivez les équations de conservation pertinentes pour la résolution de ce problème. OK. Donc, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que c'est une collision élastique. C'est dit dans l'énoncé. Donc, une collision élastique, il y a deux choses qui est conservée. Première chose, c'est la quantité de mouvement. Et la deuxième chose, c'est l'énergie cinétique. Ben oui, c'est exactement ça la définition d'une collision élastique. Bon. L'affaire, c'est que la conservation de la quantité de mouvement, faut la faire individuellement dans chaque dimension. Donc, tu le fais une fois en X, ensuite tu le fais une fois en Y. Okay? Donc, commençons par la quantité de mouvement en X. Tout simplement, somme des quantités de mouvement initiales en X est égale à somme des quantités de mouvement finales en X. Donc, du côté initial, combien est-ce que j'avais d'objets qui se déplaçaient en X? J'en avais un seul. C'était la boule 1 qui se déplaçait vers la droite à 8 mètres par seconde. La boule 2 était au repos initialement. Donc ici, j'aurai seulement masse de la boule 1 fois vitesse initiale de la boule 1 en X. Comme ça. Final, combien ai-je d'objets qui se déplacent en X après la collision? Mais là, j'aurai mes deux objets, parce que, vous voyez, mes deux objets ici se déplacent en X après la collision. Donc, j'aurai deux termes à additionner ici, là, dans ma somme des quantités de mouvement finale. Donc, masse de la boule 1 fois vitesse finale de la boule 1 en X, plus masse de la boule 2 fois vitesse finale de la boule 2 en X. Bon, remarquez que je n'ai pas mis d'indice pour les masses, parce qu'on dit dans l'énoncé que les masses sont toutes pareilles. Les boules ont toutes la même masse. Donc, vous voyez, directement ici, ce que je peux faire, c'est annuler les masses. Hein, parce que ça vaut la même chose. Bon, c'est pour ça que je ne mettais pas les indices. Là. Donc, ça s'annule. Très bien. Bonne affaire. Dans l'énoncé, on nous dit que la boule 1, initialement, elle se déplace à 8 mètres par seconde vers la droite.
Donc, ça, cette valeur-là, ça vaut 8. Ça, je le sais, c'est donné dans l'énoncé. Vitesse finale de la boule 1 en X. Revenons à notre schéma. Vous voyez, boule 1 s'en va dans cette direction-là. On ne connaît pas la grandeur de V1 finale, mais on connaît l'angle θ1. Et moi, je veux juste la vitesse en X. Donc, la vitesse en X, vous voyez ici que ça va être la décomposition de cette vitesse-là en utilisant cosinus de θ1. θ1, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 60 degrés. Donc, ma vitesse finale de l'objet 1 en X, je vais l'écrire comme ceci. Vitesse finale de l'objet 1 fois cosinus de mon angle θ1 qui vaut 60. Je vais faire la même chose pour vitesse finale de l'objet 2 en X. L'affaire, c'est que je ne connais pas l'angle pour celui-là. Donc, je vais simplement écrire vitesse finale de l'objet 2 fois cos de θ2, qui est un inconnu. θ2, je ne connais pas, je veux le trouver. Okay? Donc, ça, c'est ma première équation que je pourrais utiliser pour résoudre. Maintenant, je vais aller faire la même chose en Y. Somme des quantités de mouvement en Y, c'est la même chose. Hein? Initiale en Y est égal à finale en Y. Initialement, avant la collision, combien ai-je d'objets qui se déplacent en Y? Aucun. Si c'est aucun, c'est égal à 0. Ben oui, parce que la boule 2 est au repos. La boule 1 se déplace, mais elle se déplace seulement en X. Donc, ça veut dire qu'en Y, ben, il n'y a pas de quantité de mouvement initial. Du côté final, ben là, j'aurais... On va revenir au schéma. Du côté final, j'aurais la composante verticale de la boule 1, qui est ici, qui est le côté opposé à l'angle θ1. Puis du côté final pour la boule 2, ben, ça va être la même chose, là, une composante en Y ici qui pointe vers le bas, qui est opposée à l'angle θ2. Donc, pour l'objet 1, on va dire masse de la boule 1 fois vitesse finale de l'objet 1 fois sin de 60, hein, parce que je veux la composante qui est opposée à l'angle, donc le sin. Et pour la boule 2, on va faire moins. Oui, moins c'est très important, parce que n'oublions pas que les quantités de mouvement, c'est vectoriel, ça. Là. Donc, quand la composante de la vitesse pointe en sens contraire de l'axe, ce qui est le cas ici, vous voyez, mon axe Y pointe vers le haut. Ma vitesse en Y pour l'objet 2 pointe vers le bas. Il faut que j'y mette négatif. Okay? Donc, c'est de là que ça vient négatif. Donc, moins masse fois vitesse de l'objet 2. Donc, vitesse finale de l'objet 2 fois sin de θ2. θ2 parce que je ne connais pas. Puis, bon, évidemment, là, je peux annuler masse parce que c'est la même dans les deux temps. Donc, première équation. Deuxième équation, sans les masses, on peut juste l'effacer, ça va être plus propre, là, mais moi je ne le retranscrirai pas, je vais le laisser tel quel. Donc j'ai deux équations, il m'en manque une troisième. Cette troisième équation, c'est conservation de l'énergie cinétique, parce que c'est une collision élastique, ça. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'énergie cinétique totale initiale est égale à l'énergie cinétique totale finale. Donc du côté initial, j'ai seulement la boule 1 qui se déplace. Donc, vitesse initiale, la boule 1 au carré. Une demi-masse fois vitesse initiale, boule 1 au carré. Du côté final, j'ai les deux objets qui se déplacent. Puis n'oublions pas que quand on calcule une énergie cinétique, on n'a pas besoin de décomposer la vitesse en X et en Y. Hein? Une énergie cinétique, c'est la vitesse au total qu'on prend. Donc, du côté final, on a deux objets qui se déplacent. Donc, l'objet 1, la boule 1, m vitesse finale de l'objet 1 au carré plus une demi m fois vitesse finale de l'objet 2 au carré. Et là, regardez bien ça. Vous voyez qu'il y a un facteur une demi, donc si je veux, je peux canceller les une demi partout. J'ai une masse devant chaque terme, donc on peut canceller les masses devant chaque terme. Donc, oui, dernière petite chose, vitesse initiale de la boule 1, je la connais, c'est donné dans l'énoncé. Ça vaut 8. Donc 8 à la 2, ça donne 64. Égale vitesse finale de 1 au carré plus vitesse finale de 2 au carré. Voilà ma troisième équation. 64 égale à VF1 carré plus VF2 carré. Donc ça, c'est le A. Réponse en A. Ce sont mes trois équations. Bon. J'ai envie de dire que du point de vue physique, le problème s'arrête là. Okay? Parce que à la question B, on nous demande de résolver le système d'équations afin de trouver V1F, V2F et θ2. Bon.
Indice, il faut utiliser l'identité cos 2θ plus sin 2θ égale à 1. Bon, puis on donne les réponses ici. Donc, je dis que la physique se terminait en A parce que rendu en B, vous aurez compris que là, tout ce qu'il faut faire, c'est de résoudre mathématiquement. Donc là, on va vraiment manipuler les équations. Puis j'avoue que ce problème-là est quand même assez laborieux, mais ça fait partie des choses que vous devez être en mesure de faire. Donc, on va le faire ensemble. Je vous montre comment faire ça. Et puis, c'est ça, la physique est finie, mais il faut être capable de résoudre. Et là, pour faire ça, on va tout de suite commencer avec l'identité suivante. Cos θ carré plus sin carré égale à 1. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma première équation qui est ici. Vous voyez, cette équation-là, là, 8 égale VF1 cos 60 plus VF2 cos θ. Je vais isoler cos de θ2. OK, je vais le faire ici. Là. Donc, je prends cette équation-là, j'isole cos θ2. Bon, je vous laisse faire l'isolation au long, là, mais si vous le faites, hein, vous envoyez VF1 cos 60 de ce côté-là, puis vous divisez par VF2. Donc, je vous donne directement là, le résultat ici, là. Cos de θ2, ça serait égal donc à 8 moins VF1 cos de 60 divisé par VF2. OK? Ensuite, je vais faire la même chose avec ma deuxième équation ici, mais ici, je vais isoler sin de θ2. Donc, on envoie VF1 sin de 60 de l'autre côté, puis on divise par moins VF2. Ça va nous donner sin de θ2. Je vous donne le résultat ici. Sin de θ2 égale VF1 fois sin de 60 sur VF2. Voilà. OK? Et là, le but d'utiliser l'identité cos carré plus sin carré égale à 1, c'est que je vais me débarrasser dans mon système d'équations du θ2, qui est très difficile à isoler. Hein? Parce que si je vous avais demandé, isolez-moi θ2 dans ce système d'équations-là, c'est pas facile à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise l'identité pour s'en débarrasser. Et un coup qu'on est débarrassé de θ2, ben on va trouver ensuite VF1, VF2. Et quand on aura fait ça, ben là, après, ça va être plus facile de revenir puis de trouver θ2. OK? Donc, θ2, là, vraiment, on va terminer par ça. Donc, pour faire l'identité, cos carré θ2 plus sin carré θ2 égale à 1. Ça, c'est l'identité. J'ai isolé cos. Cos, ça donne ça. Donc, je vais remplacer cos carré de θ2 par ceci, élevé au carré, bien sûr, parce qu'il est mis au carré. Donc, 8 moins VF1 cos 60 divise par VF2, tout ça au carré. Plus, puis là, même logique, sin carré. Dans le fond, je le remplace par ceci, élevé au carré. Donc, VF1 sin de 60 divise par VF2, tout ça au carré, égale à 1. Le voyez-vous, dans cette équation-là, il n'y a plus de θ. Là. Je me suis débarrassé de θ2. OK? Bon, là, bien sûr, ça, c'est pas très joli, ça, cette affaire-là. Hein? Certainement, là, c'est assez fatigant, là, faire ça. Ça, c'est un polynôme, là, élevé au carré. C'est pas bien beau. Mais il faut le faire. C'est notre seule façon, là, je pense, de l'isoler relativement facilement. Donc, je ne ferai pas les étapes d'algèbre au long, parce que, honnêtement, c'est quand même long. Là. Ce qu'il faudrait faire, c'est développer chacun des termes ici au carré. Mais ça, vous êtes amplement en mesure de faire ça. Là. Hein, vous l'élevez au carré, comme vous avez élevé au carré plein de polynômes avant ça. Donc là, moi, je vais simplement vous donner là, finalement la dernière étape. Okay? La dernière étape, là, quand vous faites le carré, puis vous isolez. Par exemple, moi, j'ai isolé V2. Oui, OK. Quand vous faites ça, vous allez obtenir le résultat suivant. 64 moins 8 VF1 plus VF1 au carré égale à VF2 au carré. Voilà. Dans le fond, je peux quand même vous l'expliquer très rapidement. Là. Vous voyez, les VF2, là, ils sont au dénominateur ici. OK? Donc, quand vous allez élever ceci au carré, et ceci au carré, vous allez vous retrouver dans les deux cas avec un VF carré au dénominateur. Donc ensuite,
ce que vous allez faire, c'est que vous allez multiplier de chaque côté de votre équation par VF carré. VF2 carré, pardon. Donc, ça va annuler les VF2 carrés qui sont au dénominateur, puis il va vous en rester un du côté droit. Donc, comme ceci, ben, ça vous aura permis d'isoler VF2 carré. Puis ce qui va rester ici, ben, ce sera le résultat là, de votre polynôme carré que vous aurez élevé ici. Puis VF1 sin 60, lui aussi, au carré. Donc, on se retrouve avec ça. Drôlement plus joli ça que des cos avec des sin puis des θ. Puis bon. Fait que là, je me retrouve avec ça. OK, c'est bien beau, mais j'ai encore deux inconnus ici. Oui, on a deux inconnus, mais n'oublions pas que j'ai trois équations aussi. Donc, c'est là qu'on va revenir avec notre équation de l'énergie cinétique ici. Et ce que je vais faire, vous voyez ici, là, j'ai VF2 carré. Mais VF2 carré qui est là, je sais que c'est égal à tout ça ici. Là. OK? Donc, si vous voulez, je vais réécrire là, mon énergie cinétique ici. Là. Énergie cinétique K, on avait dit 64 est égal à VF1 carré plus VF2 carré. Bon. Mais là, ce que je fais, vous voyez là, ceci, c'est égal à VF2 carré. Donc, je vais venir remplacer le VF2 carré ici par tout ça. Et ce que j'obtiens, c'est 64 est égal à VF1 carré plus, à place de VF2 carré, je remplace par ça. 64 moins 8 VF1 plus VF1 carré. Donc là, voyez-vous, dans cette ligne-là, là, j'ai juste des VF1. C'est mon seul inconnu dans cette ligne-là. Donc, rendu là, ben, on isole. Je ne ferai pas l'isolation au long, mais tu sais, dans le fond, ce qui se passe rapidement, là, vous avez 64 de chaque côté. Je peux soustraire 64, ça s'en va. J'ai des VF1 partout, je peux diviser par VF1, donc ça va annuler le carré là, ça va annuler le VF1 là, ça va annuler le carré là. Donc là, vous isolez rapidement, il vous reste 2 étapes à faire, puis vous avez fini là. Donc quand vous le faites, vous obtenez VF1 égale 4 mètres par seconde. Bon, voilà. Donc c'est la réponse pour VF1. Quand vous avez VF1, ensuite, ben, c'est facile de retrouver VF2, parce que, regardez, on avait... ben dans le fond, vous pouvez la plugger dans l'équation que vous voulez, là. Mais par exemple, quand on a trouvé VF1, vous pouvez revenir ici, plugger-le dans VF1 ici, puis vous isolez le VF2 qui est là. Bon, tout simplement. Quand vous le faites, vous allez trouver la réponse. VF2, c'est donné dans l'énoncé, là, 6,93 mètres par seconde. Et finalement, pour trouver θ2, ben on revient ici. Vous voyez, ici, on a sin de θ2 égale à VF1, sin de 60 sur VF2. Donc, pluguez VF1, pluguez VF2, isolez θ2, puis ça vous donne la réponse, là. θ2 égale à 30 degrés. Et voilà. OK? Donc, l'isolation mathématique ici est assez fatigante, là, je le concède. Faut être capable de le faire quand même, mais comme je vous ai expliqué, la majorité des points en physique, là, vous serez accordés ici, là, avec ces trois équations-là, parce que ce sont les trois équations qui proviennent véritablement de la physique. Après ça, c'est des mathématiques. Là. C'est de l'algèbre, il faut être capable d'isoler, mais voilà. OK? Donc, il nous reste deux petits numéros ici. Numéro 3, ça rafraîchit, lance une balle de 60 grammes vers la droite, un peu sous l'horizontale. Quelques secondes de chute libre plus tard, la balle touche le sol avec une vitesse de 25 mètres par seconde. Suite au rebondissement d'une durée de 5 millisecondes, la balle se déplace à 30 degrés au-dessus de l'horizontale à une vitesse de 20 mètres par seconde. Considérez que le sol est parfaitement horizontal et qu'il n'y a aucun frottement latéral. Ça a l'air niaiseux comme phrase, mais elle est très importante, je vous réexpliquerai tantôt pourquoi. Quelle est la force moyenne ressentie par la balle lors de son contact avec le sol? Exprimez votre réponse de manière vectorielle. OK. Commençons par juste un petit schéma rapide là, de la situation. Je vais me trouver du papier parce que je commence à en manquer. Là. Donc, on a une balle qui arrive au sol. Comme ceci, avec une certaine vitesse, c'est donné dans l'énoncé. Elle touche le sol à 25 mètres par seconde. Suite au rebondissement, la balle se déplace à 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Donc l'horizontale, hein, bien sûr, c'est le sol. Donc après le rebond, la balle maintenant se déplace comme ceci, avec un angle de 30 degrés, c'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé, avec une vitesse de 20 mètres par seconde. OK, donc avant la collision, 25, après 20 mètres par seconde à 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Bon, l'affaire, c'est qu'on ne connaît pas l'angle ici. Là. L'angle avant la collision,
on ne le connaît pas et ce ne sera pas 30 degrés. Donc, comment on peut faire pour le trouver cet angle-là? Parce qu'il va être important. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est là qu'on va venir regarder la phrase qui est ici, qui est très importante. Considérez que le sol est parfaitement horizontal et qu'il n'y a aucun frottement latéral. Ça sert à quoi cette phrase? Oh, excusez. Considérez que le sol est parfaitement horizontal et qu'il n'y a aucun frottement latéral. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de force horizontale. Hein? Parce que le sol est parfaitement horizontal, il n'y a pas de frottement et la normale va être purement verticale. Donc, il n'y a aucune force horizontale. Pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de force horizontale? Ben, c'est que s'il n'y a pas de force horizontale, ça veut dire qu'il n'y aura pas de changement de vitesse horizontale non plus. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la vitesse initiale en x doit être égale à la vitesse finale en x. Il n'y a pas de force, donc il n'y aura pas d'accélération. Ça veut dire pas de changement de vitesse, ça. OK? Donc, du côté final, je suis capable de la trouver, cette vitesse finale en x-là. Hein? J'ai la vitesse, 20, puis j'ai l'angle, 30. Donc, 20 cos de 30, ça, c'est ma vitesse finale en x. Du côté initial, ben je le sais que c'est 25 fois cos de θ, mais mon θ ici est inconnu. Bon, mais c'est correct, mais sachant que c'est égal à 20 cos de 30, je peux ensuite l'isoler, le θ ici. Puis si on le fait, ben on obtient notre angle. On trouve 46,15 degrés. Et voilà pour l'angle initial, juste avant la collision. Bon. Maintenant, on a dit qu'on n'a pas de force en X à cause de la petite phrase qui est ici. Considérez que le sol est parfaitement horizontal, qu'il n'y a aucun frottement latéral. Par contre, il y aura certainement une force verticale. Hein, ben oui, parce que le sol, il empêche la balle de continuer à descendre. Donc, le sol va faire une force normale vers le haut sur la balle. C'est ça, éventuellement, qui fait que la balle va remonter dans les airs. OK? Donc, il y a très certainement une force verticale ici. Donc, en Y, il y aura une accélération. Donc, la vitesse va changer. Donc, je ne peux pas utiliser le même petit truc que j'ai fait en X pour Y. Là. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que j'aille voir l'impulsion en Y. Okay? C'est la section 3.12, ça. L'impulsion, c'est J. Moi, je vais regarder l'impulsion en Y. L'impulsion en Y, c'est égal à deux affaires. Première chose, c'est égal à la variation de quantité de mouvement en Y, mais c'est aussi égal à la force en Y fois delta T. Delta T, c'est la durée de la collision de la balle avec le sol. OK? Donc, c'est les deux petites équations qu'on a vues pour la section 3.12, donc c'est celle-là qu'on veut utiliser. Donc, variation de quantité de mouvement en Y, ça veut dire quantité de mouvement en Y finale moins quantité de mouvement en Y initiale. Hein? Delta, ça veut dire valeur finale moins initiale. Égale force en Y fois delta T. Dans la question, on nous demande quelle est la force ressentie par la balle. Donc, on cherche la force qui est là. Tout le reste, PY finale, PY initiale et delta T, j'ai ce qu'il faut pour le calculer. Alors, c'est ce que je vais faire. Quantité de mouvement finale en Y, c'est la masse de la balle, fois la vitesse finale en Y de la balle. Moins quantité de mouvement initiale, c'est masse, fois vitesse initiale en Y. Voilà. Force en Y, fois delta T. Delta T, c'est donné dans l'énoncé. Puis là, j'attire votre attention là, d'une durée de 5 ms. ms, c'est des millisecondes. Ne vous trompez pas, j'ai vu beaucoup de gens penser que c'était une vitesse, ça. Hein? Mètres par seconde, vous voyez, il y a une slash ici. Là. Ici, il n'y a pas de slash. C'est millisecondes. OK? Donc, c'est des millièmes de seconde. C'est la durée de la collision. C'est pas la vitesse, ça, là. OK? Donc, 5 millisecondes, c'est 0.005 secondes. OK? Puis ici, bon, ben, je peux remplacer mes valeurs. Là, je connais la masse de la balle. C'est 60 grammes. Donc, en kilos, c'est 0.06. Vitesse finale en Y. Finale, c'est après le rebond. Donc, il faut que je regarde ça ici. Vous voyez que sa vitesse finale, ça va être la composante verticale. Ici, là, composante qui est opposée à l'angle de 30. Donc, ce sera 20 fois sin de 30 moins masse, c'est encore 0.06, ça va, fois
vitesse initiale en Y. Et là aussi, je vais attirer votre attention. Vous voyez, ma vitesse initiale en Y, c'est cette composante-là. Là. C'est celle qui pointe vers le bas. Donc, si elle pointe vers le bas, n'oublions pas, c'est vectoriel une quantité de mouvement. Donc, si c'est vectoriel, il faut prendre une vitesse en Y négative. Très important ici. Je l'ai vu souvent, les gens qui oubliaient le signe négatif. C'est important parce que ça fait changer le signe négatif qui est en avant ici. Là. Donc, ça change complètement la réponse si on oublie ce signe négatif-là. Donc, ce sera moins 25 sin de θ qui valait 46,15. Voilà. Tout ça égale à force en Y fois 0.005. Donc là, regardez, j'ai mon équation. Mon seul inconnu dans cette équation-là, c'est la force en Y. Donc, je vous laisse faire l'algèbre. On isole force en Y et on obtient la réponse qui est de 336,35 newtons. Et voilà. Dans la question, on demande de donner la réponse sous forme vectorielle. Donc, sous forme vectorielle, on écrirait ça comme ça. Force, vecteur, égale. J'ai rien en X, donc j'ai pas besoin de rien écrire en I, mais j'ai quelque chose en Y. 336. Et c'est orienté vers le haut. Donc, ça va être positif en J. OK? Puis on termine avec l'unité Newton. Voilà. Donc ça serait ma réponse finale là, pour le numéro 3 ici. OK? Dernier petit numéro, puis là, je vais définitivement avoir besoin d'une nouvelle feuille. Donc, attendez-moi quelques secondes. Faut que je vous trouve ça. OK. Ça devrait être suffisant, ça, ici. OK. Le dernier numéro ici, c'est un numéro qui va nous permettre de pratiquer la puissance. C'est la section 3.7. Il existe plusieurs types d'exercices sur la section 3.7. Je vous inviterai vraiment, là, si ce n'est pas déjà fait, à vraiment faire tous les exercices de la section 3.7 qu'on vous a suggérés parce que vous allez voir, là, c'est très différent l'un à l'autre. Donc, je ne pouvais pas, là, évidemment, mettre 20 exercices dans l'examen formatif de puissance. Donc, assurez-vous d'être capable de résoudre tous les types là, d'exercices en lien avec la puissance. Donc, ici, on a une trottinette électrique possède un petit moteur produisant une puissance totale de 2000 watts avec un rendement de 70%. Le reste est perdu sous forme de frottement et de chaleur. La trottinette et son passager ont une masse totale de 120 kg. Le conducteur décide de monter une pente inclinée à 15 degrés selon l'horizontale à vitesse constante. À quelle vitesse constante maximale peut-il se déplacer avec une telle trottinette? OK, très bien. Donc, première chose, quand on dit la puissance, c'est 2000 watts. Puissance, c'est 2000 watts. OK, fine. Mais on dit ensuite un rendement de 70%. Ça, c'est important. La puissance totale, c'est 2000 watts. Mais de ce 2000 watts-là, il y a une perte d'énergie sous forme de chaleur, de frottement et bon, tout le reste. Fait que ça, c'est pas la puissance qui va réellement être utilisée pour que la trottinette déplace le passager lors du déplacement. Donc, il faut que je regarde c'est quoi la puissance utile de ma trottinette. Et donc, pour faire ça, c'est là qu'on utilise le rendement. OK? Donc, total, j'ai 2000 watts, mais on me dit qu'il y a un rendement de 70%. Ça veut dire que 70% de 2000 va représenter ma puissance utile, qui va réellement être utilisée pour le déplacement. Donc, quand vous faites ça, c'est 1400 watts. Ça, c'est littéralement ce qu'on doit utiliser pour calculer là, le reste de mon problème. Donc, assurez-vous de comprendre ça, là, le rendement, comment on le traite là, dans un problème. Bon. La puissance, on a vu une façon de le calculer, c'est tout simplement la force multipliée par la vitesse, produit scalaire, vitesse. Donc, un produit scalaire, je vous rappelle que c'est la grandeur de la force fois la grandeur de la vitesse fois cos de l'angle entre la force et la vitesse. Okay? Dans la question, c'est de trouver la vitesse. Donc, vitesse ici, c'est notre inconnu. La force et l'angle, on aurait tendance à avoir le goût de mettre un angle de 15 degrés ici, hein, parce qu'on nous dit dans l'énoncé, bon, ils ont une masse, le conducteur décide de monter une pente inclinée à 15 degrés. Bon. Et là, la difficulté ici.
c'est la force. C'est quoi? C'est quelle force qu'on prend? Puis cos de θ, ben, c'est quel angle qu'on prend? Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas 15 degrés. Ce n'est pas 15 degrés. OK? Donc, que vaut la force? Que vaut l'angle? Ben, je vous l'explique. Réfléchissons un petit peu à ce que doit combattre la trottinette quand elle veut transporter quelqu'un là, qui monte une colline avec. OK? Donc, la colline, la trottinette est là. Quelles sont les forces qui agissent sur la trottinette si on néglige frottement, résistance de l'air et tout ça? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 2 forces ici. Force gravitationnelle ici et la normale. Comme ça. OK? Bon, là, bien sûr qu'il y a du frottement dans la vraie vie, mais il serait comme... il s'oppose au déplacement, il serait par là, le frottement. OK? Mais j'en aurais même pas de besoin ici parce que de toute façon, c'est à contresens du déplacement. Hein, mon déplacement est dans cette direction-là. Bon, puis de toute façon, là, on vous a rien donné pour être capable de calculer le frottement, fait qu'on va juste l'oublier. Donc, ma vitesse, elle est dans cette direction-là. Là, faites attention, ça, c'est pas une force, là, c'est la vitesse de déplacement. OK? Bon. Là, regardez les 2 forces, normale et force gravitationnelle. D'après vous, en y pensant bien, là, la trottinette qui a un moteur, quelle force est-ce qu'elle doit combattre pour permettre aux passagers de monter la colline? Est-ce que la trottinette doit combattre la normale ou la force gravitationnelle? Bien, c'est la force gravitationnelle qu'elle doit combattre. Hein? Bien sûr, plus l'objet qu'on transporte est lourd, plus la force gravitationnelle est grande. Donc, plus le moteur doit forcer, plus il doit appliquer une grande force pour être capable de compenser. Donc, ce n'est même pas la normale qui m'intéresse, c'est seulement la force gravitationnelle. La force qu'on doit appliquer ici pour déplacer la personne, c'est une force qui est égale à la force gravitationnelle, parce que c'est ça qu'elle combat, entre guillemets. Là. Okay? Puis la force gravitationnelle, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à mg, tout simplement. Donc ma force ici, c'est la force gravitationnelle, mg, fois la vitesse, fois cos. Et là, cos, comme je vous ai dit, ce n'est pas 15 degrés. Okay? Ce qu'on sait ici, c'est que la colline a un angle de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ça ici, c'est mon angle de 15 degrés. Quand on écrit la puissance comme ça, FV cos de θ, là, l'angle θ, c'est l'angle entre la force et la vitesse. OK? Donc là, regardez bien, la force, elle est vers le bas comme ça. Ça, c'est la force gravitationnelle. Sauf que la trottinette, elle, ce qu'elle doit faire, c'est une force qui s'oppose à celle-là. Hein, donc ça serait une force vers le haut comme ça. OK? Donc quand on dit force, l'angle entre la force faite par la trottinette et la vitesse, ben je cherche l'angle est ici, finalement. OK? Ça, c'est la force faite par la trottinette. Puis ça, c'est l'angle qui est là. Donc cet angle-là, c'est 90 degrés moins 15. Donc c'est 75 degrés qu'il faut que je mette là. Et voilà, si on met 15, c'est sûr qu'on se trompe. OK? Donc là, c'est pas un problème qui est dur à calculer. C'est juste un problème qui est dur à mettre les bons chiffres aux bons endroits. Tu sais, ça aurait été facile de se tromper d'angle ici. Ou même de se tromper de force. Okay? Donc, quand on a attribué les bons chiffres aux bons endroits, ben là, je veux dire, c'est un calcul relativement simple. Là. La masse ici, on me donne dans l'énoncé, c'est 120 total, fois 9.8, fois la vitesse, fois cos de 75. On isole la vitesse et notre problème est terminé. Ça nous donne une vitesse de 4,6 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse constante que la trottinette va pouvoir être capable de monter la colline. Donc et voilà pour l'évaluation 4. C'est ce qui met fin à notre préparation pour l'évaluation 4. Donc je vous souhaite une bonne chance et une bonne préparation pour cette dernière évaluation. À la prochaine!